On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du 40e anniversaire de Parents Secours à Saint-Jean-sur-Richelieu et on est toujours à la recherche de maisons refuges. Mais d'abord, parlons automobile avec le chroniqueur automobile joannais et avocat Jean-François Guay. On nous dévoile les grandes lignes du Guide de l'auto 2020. Là, c'est vraiment l'automne qui est à nos portes parce que quand on parle du lancement du Guide de l'auto 2020, je l'ai en main, c'est une brique, la fameuse brique annuelle. Puis là, d'ailleurs, quand on me l'a remis, il y a quelques secondes, il y a quelques minutes, je dis « Hein? On a mis un pick-up à la une et un pick-up Rivian. » Donc, je me dis « Bon, ça doit être électrique, cette affaire-là. » On me dit « Ben oui, c'est électrique. » Avec nous, on en parle, le chroniqueur et avocat, chroniqueur automobile joannais, Jean-François Guay. Salut, bienvenue. Salut, Éric, ça va bien? Oui, merci. Un pick-up électrique, ça se peut? Bien, ça s'en vient. C'est la nouvelle tendance, les véhicules électriques. Donc, cette année, pour être à la page, bien, le Guide de l'auto a mis le pick-up Rivian. C'est une marque américaine, véhicule entièrement électrique. Puis, c'est pas un feu de paille, là, cette compagnie-là, parce que Ford a investi 500 millions dans la compagnie pour éventuellement peut-être avoir des technologies ou peut-être contrôler éventuellement la compagnie. Mais en même temps, si on suit la logique, je veux dire, Ford, les fameux pick-up, c'est un peu la marque, les 150, 250, 350. Je veux dire, le pick-up chez Ford, c'est vraiment important. C'est la marque de commerce. C'est la marque de commerce de cette compagnie-là. Donc, de voir que Ford veut s'en aller vers là, c'est pas surprenant non plus. C'est pas surprenant parce que dans les projets de Ford, on s'entend qu'il y a des F-150 électriques sur les tables à dessin. Ouais. Dans le cas du Rivian, bien, écoutez, c'est sûr qu'on ne l'a pas encore essayé. C'est un véhicule qui va être commercialisé en 2020. Quand même. Au côté capacité de remorquage, parce qu'on se pose souvent la question. Oui. On parle de 10 000 livres, 11 000 livres, 5 000 kilos. C'est énorme. C'est énorme. Parce que tu sais, quand on a lancé même les premiers véhicules hybrides, je prends juste l'exemple du Toyota Highlander. Oui. Bien, si tu le prends à essence, tu peux remorquer. Mais si tu le prends hybride, tu ne peux pas parce que ce n'est pas la même transmission. Bref, c'est ça. Donc, on voit que même dans les véhicules hybrides qu'on a lancés dans les dernières années, dès qu'on tombe dans une capacité de remorquage, on n'est pas au rendez-vous, là. Effectivement. Parce qu'à part du Mitsubishi Outlander, qui peut tracter 1500 kg, les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, c'est pas conseillé. Ah non, puis je dis Toyota, mais c'est pareil pour tout le monde, là. C'est pareil pour tout le monde. Effectivement. Et tu parles quand même aussi d'une autonomie quand même assez importante, là. On parle peut-être 375, 400 à 600 km en mode électrique. C'est beaucoup? C'est beaucoup, mais c'est sur papier. Tu sais, il faut attendre d'essayer le véhicule parce que, prenons un exemple, cet été, j'ai essayé le nouveau Jaguar E-Pace, véhicule électrique. On annonce une autonomie d'environ 380, 390 km. Et en été, exemple, quand je faisais démarrer le climatiseur, là, je regardais l'ordinateur de bord. Là, il enlevait à peu près 30 km d'autonomie. C'est beaucoup, là. Tu sais, mettons, j'étais à 350, oups, ça tombe à 320. Donc, c'est sûr qu'avec une camionnette comme celle-là, si quelqu'un fait du remorquage intensif, j'imagine, possiblement que l'autonomie ne soit pas de 400 km, ça va être beaucoup moins. Là. Mais on parle quand même d'un 0-100 km en 3 secondes. Oui. C'est une fusée, c'est quoi? Oui, les véhicules électriques, c'est instantané, le couple est instantané, donc on pèse sur l'accélérateur, pouf, ça démarre, ça part. Au-delà, évidemment, de cette une avec le pick-up électrique qu'on voit pour le Guide de l'auto 2020, quels sont les principaux faits saillants du guide cette année? Bien, c'est comme les années antérieures, vous avez les meilleurs achats. L'équipe s'est réunie pour nommer les premières, deuxième, troisième positions. Ils sont fiés sur quoi? On se fie sur la fiabilité, la valeur de revente, l'agrément de conduite, aussi l'aménagement intérieur. Tout ça va rentrer en ligne de compte. Il y a aussi des matchs comparatifs. On parlait de véhicules électriques. Il y a un match comparatif avec les nouveaux véhicules électriques sur le marché. Je pense au Kia Soul, le Kia Niro. Il y a aussi la Nissan Leaf, Tesla Model 3. On parle aussi de Chevrolet Bolt. La Kona électrique, qui est un succès. Là. Même, on me dit, moi, que les concessionnaires... On en voit beaucoup? On en voit beaucoup, mais les concessionnaires, apparemment, que la liste d'attente, on parle de 8 à 12 mois pour obtenir le véhicule. Donc, ils ne suffisent pas à la demande. Ça, c'est un fait. Donc, un match comparatif au niveau des véhicules électriques. Oui. Vous avez aussi un match comparatif au niveau des VUS intermédiaires. VUS intermédiaire, qui est une nouvelle tendance, là.
On parle souvent des VUS compacts, sous-compacts et aussi des grands formats. Mais là, en 2019 et 2020, bien, vous avez des nouveaux modèles. On pense au Chevrolet Blazer, Honda Passport. Puis là, bien, la Ford a redessiné le Edge. Donc, c'est une catégorie qui est quand même bien garnie. Du Santa Fe, du Murano Nissan. Nissan Murano, par contre, il est un petit peu plus âgé. Santa Fe, lui, a été redessiné en 2019. Donc, c'est une catégorie, là, je vous dirais, intéressante parce que j'ai essayé ces véhicules-là, puis disons que j'ai bien adoré, de mon côté, Chevrolet Blazer, qui est une belle surprise pour moi. Ouais. Okay. Dans les sportives, vous avez aussi un match comparatif? Match comparatif, on parle de petites voitures, des bombinettes, là, comme je dis, des petites bombes, on pense à la Golf R, Honda Civic type R, Subaru BRZ, qui sont peut-être des modèles plus anciens, mais on les a quand même mis dans un match parce que il y a une forte demande pour ce genre de véhicule-là. Bon. Il n'y a pas vraiment de nouveauté là, au niveau des sportives, là, de haut rang, là, il n'y en a pas vraiment. Bon. Qu'est-ce qu'on a en termes de nouveautés? Parce qu'il y a ça aussi, les constructeurs, après X nombre d'années, vont changer les véhicules, vont les mettre à jour, au goût du jour, vont changer le design. Bref, qu'est-ce qu'on retrouve dans les principales nouveautés cette année? Les principales nouveautés, je pourrais y aller par ordre alphabétique, là. Mais moi, je vous dirais, du côté des véhicules électriques, je pense au Audi e-tron. Ouais. Ça, c'est un gros VUS, un petit peu plus petit que le Audi Q7, qui va rivaliser avec le Jaguar E-Pace qu'on a parlé tantôt, autonomie d'environ 450 km. Il y a aussi Mercedes qui dévoile aussi un VUS entièrement électrique, 450 km d'autonomie, qui s'appelle le EQS, là, si ma mémoire est bonne. Par contre, ce n'est pas donné, ces véhicules-là. On s'entend là, que ça frôle les 100 000 là. Donc, encore une fois, les véhicules électriques font des percées. On attend, d'une année à l'autre, on dit toujours, cette année, il va en avoir. Ça arrive au compte-gouttes. Moi, je pense que l'année butoir, c'est 2023, 2025. Mais on a quand même aujourd'hui des véhicules électriques abordables. Il y a du Hyundai Kona, il y a du Toyota Prius Prime, bon, il y en a plein, je veux dire. Ouais. Bref, du véhicule électrique, la Leaf, la nouvelle Leaf, qui est très jolie d'ailleurs, il y a beaucoup de véhicules électriques maintenant quand même abordables. Oui, puis l'autonomie, on parle de la Leaf, sa principale rivale, c'est la Hyundai Ioniq. Oui. Puis son autonomie aussi a été augmentée à 260 km pour cette année, pour 2020. Donc, c'est sûr que dans les petites voitures, c'est pas nécessairement des nouveautés. Chevrolet Bolt, ça fait 2 ans. La Ioniq aussi, la Leaf, bon. Donc, dans les nouveautés, véhicules électriques, il y a beaucoup d'hybrides rechargeables, par contre. Ça, j'avoue. Ouais. Du côté allemand, par contre. Côté allemand, on pense à Audi, Mercedes, BMW. La plupart des VUS là, vont être hybrides rechargeables. On pense à l'Audi Q5, on pense au Q7, BMW série 3, série 5. Pas les séries 5, série 3, plutôt le X3 et le X5. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'hybrides rechargeables. Puis côté véhicules électriques, avant que j'oublie, il y a Volvo. Maintenant, il y a une nouvelle division de véhicules électriques qui s'appelle Polestar. Donc, cette année, il va y avoir la Polestar 1, la Polestar 2. La Polestar 1, c'est une voiture de haute performance, hybride rechargeable. On parle d'une autonomie de 150 km, moteur de 600 chevaux. Par contre, il y a vraiment un VUS électrique, comme le Mercedes que je parlais tantôt et le Audi e-tron, avec une autonomie de 400 km à peu près. Il va être un VUS, lui, c'est le Polestar 2. Bon. Là, maintenant, quand on regarde, si on parle des Allemandes, donc Audi, BMW, Mercedes, donc on sent donc beaucoup de véhicules électriques ou hybrides. Tu parles de hybrides rechargeables, visiblement. Du côté de nos Américains, chez Chrysler, chez Dodge, chez Chevrolet, Buick, Ford, qu'est-ce qu'on a comme portrait cette année? Bien, moi, ce qui saute aux yeux, je vous dirais d'emblée, c'est le retrait des berlines. On regarde chez Chevrolet, l'Impala, la Volt, je pense aussi à la Chevrolet Cruze qui est disparue. En tout cas, il y a 4 modèles. Il y a Buick LaCrosse. Chez Ford, la Taurus aussi prend le chemin des oubliettes. Il y a aussi la Ford Fiesta, même s'il était berline à Hayon. Par contre, la Fusion demeure. Ford Fusion demeure. Pourquoi? Parce que c'est quand même très populaire aux États-Unis. Aux États-Unis, là, les voitures intermédiaires, on la cote. Chez nous, là, dans l'ensemble du Canada, c'est 60 000 ventes par année, voitures intermédiaires. C'est pas beaucoup. Aux États-Unis, là, ça approche le 2 millions de véhicules. Okay. Juste la Camry aux États-Unis, pour vous donner un exemple, c'est 325 000 unités par année. C'est beaucoup, ça. La Honda Accord, 290 000.
Hyundai Kia Optima, 100 000 unités, et la Ford Fusion, 170 000 unités, puis là, c'est à part des autres modèles. Donc, c'est très populaire. Chez nous, c'est des voitures compactes, mais chez nos voisins américains, c'est la voiture intermédiaire. OK, donc, chez nous, c'est plus la compacte. Honda Civic. Ouais. Toyota Corolla, qui est nouvelle aussi pour 2020. Ouais. Nouveau design, nouvelle plateforme, nouvelle motorisation. Puis il va y avoir aussi une motorisation hybride qui est empruntée à la Prius. C'est la même chose que la Prius. Bon. Parlons de traction intégrale. Parce que ça aussi, moi, je le vois, je l'entends. Quelqu'un qui me dit « Ah, là, je suis dû pour un changement de véhicule. » Puis là, le prochain, c'est sûr que ça va être une traction intégrale. Oui. Par contre, quand on regarde chez les constructeurs, il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas sur tous les modèles encore. Ça dépend des modèles. Bon, Nissan a fait un pas l'an passé avec sa Altima. Oui. Je ne sais pas si la Maxima s'en va vers là, mais probablement que oui, j'imagine. Mais on voit, on sent que le consommateur cherche beaucoup à avoir de la traction intégrale, même dans des petits véhicules ou dans des petits VUS. Là. Donc, la Mazda 3 aussi, qui est une compacte. Oui, c'est ça, oui. La traction intégrale. Mais c'est ce qui explique, Éric, la popularité des VUS. Parce que les VUS, on a une garde au niveau de la position de conduite est surélevée, possibilité d'avoir un rouage intégral. Du côté des voitures abordables, à part de Subaru, comme tu disais, toutes les Subaru, on pense à, comme tu disais, Nissan Altima, Mazda 3, il n'y a pas d'autres voitures, à moins d'opter pour des voitures allemandes. Oui. Ou des grosses voitures. Tantôt, on parlait de l'Impala, qui tire sa révérence, la Ford Taurus aussi, qui offrait la traction intégrale, mais ces voitures-là sont disparues. Donc, ce qui fait en sorte que, présentement, pourquoi il se vend 3 VUS de taille compacte par rapport à une berline, hein? Si on regarde la proportion, bien, c'est ça, c'est la traction intégrale. Donc, si les constructeurs comprennent le message, ils vont peut-être offrir de plus en plus de petites voitures à traction intégrale, puis les gens, ils vont se poser la question, est-ce que je vais acheter un VUS qui coûte plus cher, qui consomme plus qu'une petite voiture à traction intégrale qui va m'en donner aussi pour mon argent, là? Parce qu'on parle d'environnement, mais les gens achètent des camions, des VUS, hein, fourgonnettes, camionnettes. Donc, on a un double... Tu sais, on parle souvent des deux côtés de la bouche. Oui, on a comme un double discours. Ouais. Et du côté des Japonais, donc Honda, Nissan, Toyota et compagnie... Bien, chez Toyota, il y a la nouvelle Corolla. Hein? Bien, le RAV4 qui a été dévoilé il n'y a pas longtemps. Il y a le nouveau Highlander. Highlander, au niveau de la motorisation hybride, il va consommer moins parce qu'il abandonne son V6. Parce que la motorisation hybride, la motorisation de base, c'est un V6 avec un moteur électrique. Maintenant, ça va être un 4 cylindres avec un moteur électrique. Donc, on peut en conclure que la consommation va diminuer à ce moment-là. Il va peut-être être moins costaud, par contre, pour faire du remorquage comme on le connaissait auparavant. Et voilà. Du côté de Honda, bien, il y a une Honda Fit qui s'en vient. Par contre, elle n'a pas été encore dévoilée. Du côté de Toyota aussi, là, il y a la Corolla. Du côté aussi, il y a le RAV4 hybride. Il n'y a pas d'autres modèles qui me viennent en tête. Nissan n'a pas vraiment de nouveautés. Je te dirais, Nissan, là, cette année, si on regarde Nissan, je pense, puis je regarde Infiniti aussi, qui n'a pas vraiment de nouveautés, que ça fait longtemps qu'ils étirent la sauce. Peut-être parce qu'ils ont eu des problèmes avec Carlos Ghosn, là, on sait qu'il a été arrêté au Japon. Il y a eu toutes sortes d'histoires par rapport à ça. Je pense que ça peut avoir eu un impact pour l'instant. Mais du côté de Nissan, il y a le Qashqai là, qui a été redessiné. Bon, puis au niveau des transmissions, parce qu'encore une fois, il y a eu des compagnies là, qui nous ont amené là, des 7, 8, 9, 10, 11 vitesses ou à peu près. Et la fameuse CVT qui commence à se répandre beaucoup là, dans le véhicule de base un peu. Donc, qu'est-ce qu'on a actuellement là, comme transmission? Bien, les transmissions les plus évoluées, je vous dirais, moi, actuellement, c'est Ford et General Motors, parce que c'est des transmissions à 10 vitesses. Tu sais, on pense au Ford F-150, on pense à la Ford Mustang, on pense à la Chevrolet Camaro. C'est des transmissions à 10 vitesses actuellement. Tu sais, il y a des 8 vitesses, certains véhicules, mais là, la tendance est à 10 vitesses, 10 rapports. CVT, on va retrouver des CVT souvent avec des voitures d'entrée de gamme, des motorisations aussi à 4 cylindres. Il y a des exceptions, on pense à la Nissan Maxima, notamment, qui est un V6, qui est une CVT. Mais c'est plutôt rare, le Nissan Murano aussi. Mais habituellement, c'est avec des 4 cylindres. Bon. Et quelle est, cette année, ta propre contribution aux textes qu'on retrouve? Presque une vingtaine de textes. Une vingtaine? Une vingtaine. Est-ce que tu as des coups de cœur? Bien, les coups de cœur pour l'année 2020, bien, tu sais,
c'est sûr que j'ai bien, comme je disais, il y a la Chevrolet Corvette que j'ai bien hâte. Chevrolet Corvette, maintenant, qui va abandonner son moteur avant pour avoir un moteur en position centrale. OK. Le prix va rester sensiblement le même que cette année. Donc, puis ça va être un véhicule qui va ressembler davantage à les voitures italiennes, comme les Ferrari Lamborghini. Parce que là, au lieu d'avoir un long capot interminable, les gens vont être assis plus près, si on veut, de la route. Là. Okay. Le poste de conduite, il va s'avancer d'une trentaine, sinon une quarantaine, 50 centimètres. Là. Donc, on va avoir vraiment, vous allez avoir le pilote, là, le conducteur, va avoir vraiment l'impression de voir défiler la route sous ses pieds, devant lui. Parce qu'auparavant, une Corvette, le capot est tellement long que... Mais c'est ce qui était typique d'une Corvette, par contre. Tu sais, c'était rare, les voitures sportives avec des longs capots, gros V8. C'est ce qui faisait la marque de commerce de la Corvette, mais là, tendance oblige, ça va être une moteur à position centrale arrière. Et là, qu'est-ce que tu as essayé récemment dans les véhicules qu'on t'a... Bien, pour la balade de rêve, du renfort, bien, j'ai 3 voitures quand même intéressantes. Une Chevrolet Camaro, par contre, avec un 4 cylindres, ce qui est ordinaire, moteur turbo, mais que voulez-vous? Par contre, une Mustang GT avec un gros V8, 5 litres, c'est intéressant, mais ça consomme. Mais la pièce de résistance, Dodge Challenger, avec un moteur L4 de 797 chevaux. Ça, c'est quasiment 800 chevaux. Puis c'est pas donné. Ça se vend au-dessus de 100 000 pour une Dodge Challenger, mais apparemment qu'il y a des acheteurs pour ça. Alors, le guide de l'auto 2020, l'original depuis 1967, auquel a contribué notre ami Jean-François Guay. Merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du 40e anniversaire de Parents Secours. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parents Secours célèbre cette année son 40e anniversaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est la fameuse affiche qui vous dit probablement quelque chose. Parents Secours avec nous pour en parler, sa présidente Thérèse Pilon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. 40 ans d'existence, ça fait quand même un bout, hein? Oui, oui. Ça a eu lieu en 1900. On est en 79, le 28 septembre. Bon, et comment ça a parti dans la région? Parce que Parents Secours existait déjà à l'extérieur? Oui, oui, mais on est d'un premier quand même, Oui, quand là, même. au Québec. Là, on est peut-être d'un 4 ou 5e comité qui a ouvert au Québec. Bon. Et qu'est-ce qui fait que ça s'est mis en place ici à Bien, Saint-Jean-sur-Richelieu, puis assez tôt quand même? Bien, c'est grâce à 2 personnes. C'est grâce à M. Claude Thibodeau, qui est président fondateur. Puis on a eu aussi M. Régent Lalanne, qui était policier dans le temps, qui a embarqué dans cette belle aventure-là. Là. Bon. Et comment ça s'est mis en place, là, il y a 40 ans, bon, M. Thibodeau, M. Lalanne et tout ça, comment on a installé ça dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à l'époque? Dans le temps, moi, je n'étais pas là. Fait que je pourrais Qu'est-ce qu'on vous a raconté, en fait? Bien, qu'est-ce qu'on m'a raconté, c'est que je sais que M. Thibodeau, il y avait comme une surveillance dans le quartier. Je me souviens plus, c'est le nom de l'organisme. Puis c'est là que débuté Parents Secours, grâce à la surveillance de quartier. Bon. Et là, au fil du temps, donc, puis moi, je le voyais quand j'étais à l'école, très, très jeune, on le voyait dans mon quartier, dans Saint-Gérard, là, tu sais, on marchait entre l'école et la maison. Puis là, je me rappelle encore, sur le boulevard Normandie, près de la rue Raymond, là, il y avait une maison. Tu sais, je me rappelle encore, là. Okay. J'ai encore le souvenir, je pourrais même dire,
je pourrais même identifier aujourd'hui la maison et la fenêtre dans laquelle avait le panneau. OK. Donc, ça veut dire quand même, j'imagine à l'époque, on nous sensibilisait au fait de dire, écoutez, quand vous êtes sur le retour de l'école, identifiez les maisons qui ont des parents secours. Mais vous savez que dans les années 80, il y avait 490 foyers refuges à Saint-Jean. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est beaucoup de foyers, mais aujourd'hui, on n'en compte même pas 100, là. Ouais. C'est sûr qu'il y a le phénomène Oui. des mères à la maison qui Oui. a quand même beaucoup changé. Je prends mon propre exemple. Ma mère, moi, était à la maison le jour. Mon père travaillait. Mais le contexte de l'époque était beaucoup ça. Au fil du temps, aujourd'hui, les femmes sont beaucoup sur le marché du travail. Donc, parce que je présume que pour avoir une affiche, encore faut-il qu'il y ait des gens à l'intérieur de la maison. Oui. Oui, parce que si vous n'êtes pas à la maison, vous ne mettez pas l'affiche. Parce que si l'enfant a besoin d'aide ou l'aîné, il suffit que l'affiche est là, il y a quelqu'un à la maison. Bon. Et aujourd'hui, comment s'organise? Vous dites donc qu'il y a à peu près une centaine de maisons refuges aujourd'hui là, sur le territoire. Comment ça s'organise? Comment êtes-vous en contact avec ces gens-là? Bref, comment ça fonctionne? Bien, nous, on fait toujours des activités. Puis le contact, c'est qu'aux 3 ans aussi, on enquête. Il y a une vérification d'antécédents qui se fait de ces foyers-là. Parce que le jeune, à partir de l'âge de 16 ans, on les enquête aussi. OK. Parce qu'il y a des dossiers criminels quand même, c'est dommage de dire ça, là. Non, mais il y en a, c'est la loi de la moyenne. Oui. L'humain est ainsi fait, là. Oui, puis on fait aussi toujours des activités comme les fêtes de quartier. On a aussi le salon du bébé. On est aussi la semaine de la famille avec Famille à cœur, où c'est que là, on fait des passeports enfants et on a le contact aussi avec nos foyers aussi. Bon, êtes-vous toujours aussi en recrutement de familles refuges? Toujours. Est-ce qu'il y en a qui quittent? Est-ce qu'il y en a qui arrivent? Bien, il y en a qui déménagent. Aussi? Ouais. Oui. Si on déménage à une autre ville, s'il n'y a pas de parents secours, il faut remettre la fiche fenêtre. OK. Et donc là, sur une centaine de maisons refuges à Saint-Jean, est-ce qu'il y en a quand même un peu partout sur le territoire? Est-ce qu'il y a une bonne répartition géographique? J'en ai pas beaucoup. Parce que, comme la dernière fois qu'on s'est vu, moi, je vous avais dit qu'on était en train de fusionner à Iberville. C'est vrai. Ouais. Fait que c'est fait. Fait que maintenant, Parents Secours Saint-Jean s'occupe du grand Saint-Jean au complet. Au complet. Okay. Mais juste Iberville, j'ai même pas 10 foyers refuges. OK. Donc, vous avez des besoins de ce côté-là. Il y a des besoins de ce côté-là. Bon. Ouais. Et le fait d'avoir la fameuse affiche là, dans la maison, est-ce qu'il y en a des enfants, ou vous avez dit tantôt même des aînés, ou des gens qui cognent à la porte de ces maisons-là pour demander de l'aide? Mais dernièrement, je n'ai pas eu de statistiques. OK. Mais au niveau provincial, on a des statistiques, par exemple, comme quoi il y a au moins 1000 personnes durant l'année, exemple, qui ont eu de l'aide partout au Québec. Puis... Quel genre d'aide ces gens-là peuvent leur procurer? Disons, un enfant qui cogne à la porte d'une maison qui a l'affiche. Ça peut être qu'il avait la clé, puis il a oublié sa clé à la maison. Ça peut être qu'il est poursuivi. Ça peut être pas juste poursuivi, il peut s'avoir blessé aussi. Puis, ça regarde à peu près tous les dangers que l'enfant peut avoir à la maison. Peut être peut-être un chien court après, une bataille. Ça peut arriver aussi qu'une gang suive un petit jeune, puis... Bon. Est-ce que c'est surtout, je prenais cet exemple-là tantôt, mais notamment dans le fameux trajet pour les jeunes qui sont piétons, même ceux qui sont sur les coins pour attendre l'autobus, mais bref, quand on est dans l'allée et le retour de l'école? Oui. Moi, j'aimerais justement, où c'est qu'il y a des écoles, où c'est qu'il y a des allées, comme vous dites, qu'il y ait des personnes, s'ils sont présents à la maison, faire comme un corridor de sécurité pour ces personnes-là, qui auraient plusieurs affiches. Fait que les gens qui écoutent à soir, j'aimerais ça, qui se manifestent pour qu'on ait plusieurs foyers refuges près des écoles. Est-ce que vous avez aujourd'hui aussi des foyers refuges avec des retraités? Parce que, encore là, je faisais le parallèle tantôt des mamans qui aujourd'hui travaillent beaucoup. Est-ce que dans le cas des jeunes retraités qui sont à la maison, auraient le potentiel d'être une maison refuge? Bien oui. C'est justement, eux autres sont à la maison. On aurait besoin d'eux aussi. OK. Mais ça, vous n'avez pas tant que ça. J'en ai pas beaucoup. Non. OK. Donc, là, message ici aux jeunes retraités. Oui. Donc, les retraités, vous êtes à la maison dans le jour, bien, vous pouvez vous inscrire. Comment les gens peuvent s'inscrire et qu'est-ce que ça demande? Vous avez dit, bon, tantôt, on vérifie les antécédents criminels, mais au-delà de ça, donc, comment ça fonctionne pour l'inscription? Mais la demande, moi, ils peuvent avoir les coordonnées à la ville, s'ils veulent, du comité. Puis, il y a le service de police aussi qui ont nos coordonnées. Puis, ils peuvent aussi nous appeler. Oui.
Je peux dire le numéro? Tout à fait, allez-y. Au 450 Oui. 349 4681, qui est le numéro de Parents Secours Saint-Jean. Puis on a aussi un courriel. Ils peuvent aller voir. Et la page Facebook. Oui, tout ça. la Donc, phase fait. Oui, oui. donc, les gens peuvent oui. se renseigner. Et là, Oui. qu'est-ce que vous souhaitez cette année pour le 40e anniversaire? Oh mon Dieu, augmenter le nombre de foyers refuges. C'est vraiment ça l'objectif. Hein? Oui, oui, oui. Parce que plus qu'on a de foyers, plus qu'il y a de la sécurité dans la ville. Oui. Mais ça, je pense que c'est ça la bonne ligne, la vraie ligne. Hein? Oui, oui. C'est une sécurité. C'est une sécurité. Une sécurité, c'est. Oui, on s'occupe comme nous, on va dans les écoles, on parle aux enfants, c'est sécurité, prévention toujours. La mission de Parents Secours, c'est ça, sécurité et prévention. Alors, donc, 40e anniversaire de Parents Secours à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, Mme Pilon, merci beaucoup. Et on invite les gens, bien sûr, à se manifester pour devenir des maisons refuges. Et petit appel ici aux retraités qui sont à la maison dans le jour. Probablement que vous avez le potentiel de devenir un bon foyer refuge. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On est en plein dans le temps des pommes et ce n'est pas terminé. Il y a plusieurs suggestions. Parfois, si vous désirez voir un peu ce qui est possible, allez sur Montérégie Juste Parfaite, le fameux nouveau site web de Tourisme Montérégie. Vous allez pouvoir évidemment avoir différentes suggestions, secteur de Mont-Saint-Grégoire, Rougemont et d'autres régions également en Montérégie. Chaque semaine, on vous présente une série d'extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'émission se retrouve également sur notre site Internet et ne manquez pas bien sûr le Télébingo, dimanche matin, 9h30, 4 000 $ en prix. À demain. Bye bye.